Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour notre émission Les Pros de l'éco. C'est le monde économique à votre portée. Tout de suite, un site internet, une collection livre, mais aussi une émission donc, que nous co-animons avec Jean-David Haddad, économiste et éditeur. Bonjour. Bonjour Jean-David. Bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette 5e émission maintenant des Pros de l'éco. Ça va bientôt faire 1 an. La prochaine, ça fera 1 an. Et elle est désormais bimestrielle. Cette émission, on se retrouve tous les 2 mois. Bimestrielle, depuis le début de l'année 2021, effectivement. On se retrouve tous les 2 mois donc pour décrypter cette économie. Le thème de ce 5e numéro, Jean-David, vous avez choisi de parler des innovations technologiques. Pourquoi ? Parce que les innovations technologiques ont une place de plus en plus importante dans l'économie, que nous en dépendons de plus en plus et qu'elles sont, comme on va le voir, de plus en plus décriées, contestées également, et génératrices de différentes théories complotistes et autres. Donc c'est un thème de société très très important. Et quand je dis nous en dépendons, je rajoute un petit mot pour dire que nous en dépendons tous. Par exemple, récemment, il y a 2 semaines, ça a fait la une de l'actualité, il y a l'un des centres serveurs d'OVH qui a flambé à Strasbourg. C'est près de 10% du web français qui est tombé à terre, qui était hors service. Et notre site, Les Pros de l'éco, donc, a été aussi hors service grâce à notre société de webmastering Anté-Design. Il est à nouveau fonctionnel depuis hier, mais je dois dire que on est tous très dépendants de ça actuellement. Voilà. On va parler de ça du coup tous ensemble. À tout de suite pour notre première rubrique, les tendances économiques. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service managé. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. Les tendances économiques avec vous, Jean-David Haddad. Comment est-ce que les économistes définissent l'innovation ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Une innovation, c'est une nouveauté qui peut être une nouveauté technologique qui soit améliore un bien de consommation, par exemple un téléphone portable, un téléphone nouveau cri qui intègre d'autres fonctionnalités que le précédent, ou qui améliore un processus de production. Par exemple, un ordinateur qui est un bien de consommation, mais qui est aussi un bien de production pour produire, donc qui intègre de nouvelles fonctionnalités. Il y a eu les ordinateurs tactiles, etc. Ça permet d'aller plus vite, ça permet d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, donc de mieux produire. Voilà. Mais c'est une nouveauté dans tous les cas, donc, qui peut être une idée, mais qui peut être souvent une amélioration, qui améliore quelque chose. Et nous sommes tous en contact avec cette innovation au quotidien, finalement. Au quotidien. Quel est le rôle de l'innovation dans l'économie aujourd'hui ? Alors, l'innovation, à la fois, elle crée des emplois, puisque quand on lance une innovation, quand il y a un nouveau produit, il y a forcément de nouveaux modes de production ou de nouvelles organisations, production ou d'organisation sociale, et donc il y a de nouveaux emplois qui sont créés. Mais elle en détruit, par ailleurs, puisque lorsqu'on crée une innovation, on détruit forcément quelque chose. Si je prends par exemple, quand j'étais enfant par exemple, je me rappelle quand on appelait à l'étranger, on appelait en PCV, il y avait une opératrice derrière le téléphone qui, voilà, aujourd'hui tout ça a disparu parce qu'aujourd'hui on prend le smartphone, des emplois supprimés, mais des emplois créés aussi, des emplois d'ingénieurs pour développer les smartphones, pour penser, voilà, une innovation, c'est à la fois créateur et destructeur. Et puis une innovation, ça améliore la productivité à la base. Quand vous avez vous aviez votre vieil ordinateur qui a une dizaine d'années, vous achetez un nouvel ordinateur avec toutes les fonctionnalités actuelles, vous allez aller plus vite. Vous allez naviguer plus vite sur Internet, vous allez avoir accès plus rapidement à vos fichiers, donc à la fin de la journée, vous allez gagner quelques minutes. Ces quelques minutes que vous gagnez à la fin de la journée, mises bout à bout au bout d'un an, ça vous fait plusieurs heures. Donc, en un même temps de travail, vous produisez plus. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de la productivité.
Le but de l'innovation, vraiment au cœur du projet, c'est ça, c'est gagner du temps, aujourd'hui. Gagner du temps, être plus productif, c'est-à-dire avec le même nombre d'heures de travail, produire davantage. C'est ce qui fait que d'ailleurs dans nos sociétés, puisque les innovations n'ont fait qu'arriver au cours des dernières décennies, c'est ce qui fait aussi dans nos sociétés qu'on a pu réduire le temps de travail, puisqu'on produit plus pour un même temps de travail. Alors on peut aussi dire on modifie pas le temps de travail et on produit plus pendant les heures de travail. C'est ce qui fait aussi qu'il y a de la croissance dans certains pays comme la Chine, puisque nous on a tendance à plus réduire les heures de travail dès qu'on peut le faire, alors que dans d'autres pays non, ils travaillent autant voire davantage, mais en étant plus productifs, plus efficaces, donc ils créent plus de richesses et ça améliore la croissance économique. Est-ce que cette innovation technologique, ce mouvement, il s'est accéléré ces dernières années? Ça date de quand? Depuis qu'on est rentré dans la révolution industrielle, il y a 2 siècles, ça a fait que s'accélérer. On est passé de la machine à vapeur au train, à l'avion, on est passé à l'électroménager, on est passé aux ordinateurs, à l'informatique, à Internet et maintenant à l'intelligence artificielle. Donc c'est pas du tout un phénomène récent, parce que là on a l'impression non, pas du tout. Pas du tout. Le téléphone, c'est une innovation. La lumière, l'électricité, c'est une innovation. Ça fait vraiment partie de notre quotidien depuis longtemps. Depuis la révolution industrielle. Est-ce que l'Europe, elle est bien placée en termes d'innovation au niveau mondial? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En 2010, les technologies de l'information et de la communication, donc c'est une partie importante aujourd'hui de l'innovation, représentent 7,6% du PIB en Europe et 23,8% aux États-Unis. L'Europe est très mal placée. On n'innove pas assez en Europe. Alors, comment et pourquoi? Alors, d'une part, je pense qu'on est beaucoup plus réfractaire à l'innovation qu'aux États-Unis, par exemple, puisque je prends les États-Unis en comparaison. En termes de prise de risque? Prise de risque, bien sûr, l'Europe est beaucoup plus conservatrice à ce niveau-là, vous l'avez bien dit, la prise de risque, effectivement, nous manquons de gens qui aiment prendre le risque, et rien dans notre culture, et surtout pas la culture qu'on nous communique lors de nos études, ne nous conduit à cette prise de risque. Mais il n'y a pas que la prise de risque, il y a aussi un certain tempérament réfractaire à l'innovation, et puis quand on voit bien aussi, l'innovation, elle peut se faire dans la sphère privée, dans la sphère publique. Dans la sphère privée, les entrepreneurs, rien n'est fait pour les encourager à innover. On ne leur donne pas de subvention. Alors, si le crédit impôt recherche, mais bon, il faut aller courir après. C'est très administratif, si je parle de la France. Je ne parle pas de l'Europe, là, je parle de la France. C'est très administratif, il faut courir après. C'est pas évident de l'obtenir. Et il faut prouver par A plus B, il faut remplir des documents. La paperasse, l'administration qui tue l'innovation, d'une part. Et puis, tout le matraquage des startups avec les impôts et tout, même s'il y a aujourd'hui des aides, voilà, c'est quand même pas grand-chose. Et du côté de la sphère publique, toute l'innovation publique, écoutez, je vais vous donner un chiffre très clair. Un chercheur en France, en milieu de carrière, il gagne à peu près 3 000 € par mois. Aux États-Unis, il gagne 3 fois plus. Donc voilà, les cerveaux s'en vont. On le sait très bien. Et la fuite des cerveaux, c'est pas un phénomène récent. Ça fait quelques décennies que ça dure. Et je le comprends tout à fait. Si j'étais chercheur, moi, quel intérêt que j'aurais à rester en France, à être payé 3 000 € alors qu'aux États-Unis, ils touchent 3 fois plus et ils sont beaucoup mieux accueillis, beaucoup mieux considérés et ils ont une meilleure image sociale. La fuite de nos chercheurs vers l'étranger, c'est un phénomène qui va s'accélérer dans les prochaines années, selon vous? À un moment, ça ne s'accélérera plus parce qu'on n'aura plus de chercheurs. Alors, quelles sont les conséquences de ce que vous appelez des manques d'innovation en Europe et en France? Écoutez, les conséquences, c'est que, comme on le voit sur le graphique là, qui passe à l'écran, c'est que la zone euro pèse de moins en moins lourd dans le PIB mondial. Sur les 40 dernières années, donc, on est passé, la zone euro, de 22-23% dans le PIB mondial, donc dans la richesse mondiale créée, à 12% aujourd'hui, alors que la Chine s'envole, que les États-Unis sont quand même nettement mieux placés. On était à égalité avec les États-Unis en fait, et les États-Unis sont à 16%, c'est la Chine surtout qui explose, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Chine, l'innovation, la hausse de la productivité, ils traduisent ça en croissance, eux. Ils traduisent ça en croissance puisqu'il n'y a pas les réductions de temps de travail, ils travaillent, et du coup, ils font augmenter leur richesse, et c'est un petit peu ce qui se passe. Et dernière question, Jean-David, est-ce que les effets de la crise sanitaire et économique qu'on vit aujourd'hui liée au coronavirus, est-ce que les effets sont déjà visibles?
Les effets de la crise sanitaire sur l'innovation, sur la recherche. Alors, paradoxalement, ça peut entraîner des innovations, en particulier dans le secteur pharmaceutique et autres. Et la crise sanitaire, on voit par exemple que le Nasdaq, l'indice boursier américain, a beaucoup progressé ces dernières années. Et depuis la crise, en particulier depuis la crise du coronavirus, il a explosé parce que justement, aux États-Unis, il y a une grande inventivité et surtout une forte recherche des valeurs en bourse qui sont liées à ces secteurs de l'innovation. Et quand on voit d'ailleurs le CAC 40 et le Nasdaq sur les 15 dernières années, écoutez, on voit les conséquences d'une zone économique qui innove, les États-Unis. On voit leur indice boursier, et puis d'une zone économique qui a du mal à innover. Je ne dis pas qu'il n'innove pas, on ne peut pas dire qu'on n'innove pas en France, je ne veux pas faire non plus du French bashing, mais on voit la différence entre le CAC 40 et le Nasdaq. Voilà. On continue à s'intéresser aux innovations technologiques dans notre rubrique consacrée à l'entreprise du moment. DroneVolt, son directeur financier, est notre invité. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service managé. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. L'entreprise du moment avec notre invité Sylvain Navarro, le directeur financier de DroneVolt. Bonjour. Merci d'être de nouveau présent sur notre plateau puisque vous étiez venu nous rendre visite il y a 6 mois. On rappelle, DroneVolt, c'est une société spécialisée dans les drones professionnels et l'intelligence artificielle embarquée. Le marché des drones professionnels, on en parle avec vous tout de suite. Sylvain Navarro, est-ce qu'il a confirmé les évolutions favorables que vous aviez mentionnées il y a 6 mois au mois de septembre sur notre plateau ? Écoutez, le marché des drones reste pénalisé par la crise sanitaire qui empêche notamment les échanges internationaux. Néanmoins, on constate chez DroneVolt que les choses vont dans le bon sens. Nous avons signé sur les 6 derniers mois 3 contrats très emblématiques aux États-Unis, au Canada et en Europe centrale qui nous font aborder l'avenir avec sérénité. Est-ce que le marché des drones professionnels a changé quelque chose à votre échelle, pour votre entreprise, puisque vous aviez parlé d'une lettre d'intention avec Aquilin Drone. Ouais. Quelle suite cette lettre d'intention a été convertie en contrat de licence au mois d'octobre dernier. Donc c'est un succès incontestable pour DroneVolt, puisque ça permet de montrer la valeur de la recherche et développement que nous avons faite sur les 3 dernières années. Nous avons licencié 3 de nos produits phares, le Hercule 2, l'Altura Zenith et notre caméra dotée d'un module d'intelligence artificielle. C'est un contrat de licence, donc on touche à un pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé par Aquilin Drone avec un minimum mensuel. Depuis le mois d'octobre, nous touchons des royautés. Donc ça va vous faire du récurrent. Exactement, en fait. C'est du récurrent. C'est effectivement du très bon business. Tous les mois, tous les ans, tous les trimestres. Tous les mois, nous touchons un minimum de royautés de $100 000 et qui sera un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par notre partenaire. Et nous lançons aussi des royalties sur un montant sur le savoir-faire que nous transmettons. Donc effectivement, rien que sur l'année 2021, ça va représenter un peu moins d'1,5 million d'euros, ce qui représente quasiment la marge brute que nous avons réalisée sur l'année 2020. Donc ça a vocation à augmenter ces royalties ? Ça a vocation à augmenter au fur et à mesure que le transfert de savoir-faire va avoir lieu et que notre partenaire Aquilin Drone va voir ses ventes augmenter sensiblement sur le territoire américain. Donc effectivement, c'est un contrat très prometteur avec un véritable partenaire. Je rappelle aussi qu'au mois de décembre, nous avons procédé à un échange de titres. Nous avons pris 10% du capital de la société et la société a pris 10% du capital de DroneVolt. Donc c'est un véritable partenariat qui est conclu et qui ouvre en fait la porte des États-Unis à DroneVolt. Quelle est votre place sur le marché aujourd'hui des drones professionnels ?
c'est un marché qui reste extrêmement morcelé. Il y a énormément d'acteurs qui n'ont pas forcément de taille très significative, qui cherchent un petit peu leur positionnement. Je pense que DroneVolt a su se faire une place très importante dans certaines catégories de drones. Je pense notamment à notre drone Hercule 20, qui est un drone très gros porteur. Je pense que nous avons su nous faire une place, mais effectivement, ça reste, il n'y a pas encore d'acteurs majeurs, à l'exception évidemment des incontournables acteurs chinois qui trustent une grande partie du marché mondial. Où en est le financement de votre entreprise ? Le financement, l'entreprise qui a publié ses comptes la semaine dernière, nous avons profité de l'embellie boursière pour renforcer nos fonds propres. Nos capitaux propres aujourd'hui se montent à 18 millions d'euros, en hausse de 10 millions par rapport à l'année passée. Et surtout, nous bénéficions d'une trésorerie à la fin 2020 qui est proche de 7 millions d'euros. Ce qui est un élément très important, puisque dans ce contexte sanitaire très difficile, nous avons vraiment jugé très important de renforcer la structure de DroneVolt. Trésorerie brute, pas nette. Trésorerie brute, tout à fait. Trésorerie brute de 7 millions d'euros, mais ce qui est... Et en net, vous êtes négatif, je présume? Non, on est en cas, alors on est juste à l'équilibre. Juste à l'équilibre, alors que vous étiez historiquement négatif. Exactement. Donc ça, c'est une nouvelle importante. Exactement. Nous avons considérablement renforcé notre bilan. Je pense que c'est une nouvelle sur laquelle vous gagneriez à communiquer. Nous insistons beaucoup sur ce sujet-là, puisque il est évident qu'on reste l'impossibilité notamment de se déplacer à l'étranger, une grande difficulté de se déplacer à l'étranger, nous pousse évidemment, on sait que ça va bien se passer, mais il y a toujours des risques qui sont liés à cette crise sanitaire. Est-ce que ces évolutions, notamment concernant vos actifs financiers, est-ce que ces évolutions, elles vous paraissent refléter l'actualité du marché ? Je pense que tout le monde a conscience de l'intérêt des drones. L'intérêt des drones repose sur trois piliers essentiels. C'est la sécurité des personnels, c'est des économies de coût pour les utilisateurs, et c'est aussi une empreinte carbone proche de zéro, notamment si on compare l'utilisation d'un drone par rapport à un hélicoptère. Donc le marché, on sait qu'il est là, on le sent. Pour le coup, Jean-David parlait d'innovation et de l'impact de l'innovation. On sent véritablement que le drone a une place importante, le drone civil professionnel a une place importante. Donc on croit en ce marché. Maintenant, vous le savez, c'est un marché, c'est très nouveau, c'est très innovant. Ça doit prendre chez les clients qui doivent vraiment changer leur manière de travailler. Alors justement, j'ai souhaité vous réinviter sur le plateau puisque l'émission est consacrée à l'innovation. Et quoi de plus innovant que les drones? Est-ce que vous confirmez un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport, maintenant que vous avez une entreprise partenaire, voire partenaire capitalistique aux États-Unis, est-ce que vous comparez, est-ce que vous confirmez cette différence entre l'appréhension de l'innovation en France et aux États-Unis, de ce que vous voyez entre la manière de fonctionner de DroneVolt et d'Aquiline Drone? À notre échelle, c'est difficile de se rapprocher des propos que vous avez pu tenir. Il y a aussi des gens très compétents, on a des ingénieurs extrêmement compétents, et la France est aussi très compétente dans le domaine de l'aéronautique. Dans le domaine de l'aéronautique particulièrement, on a vraiment des vraies compétences. Ce qui ressort, je dirais, la différence entre peut-être l'Europe et les États-Unis, c'est qu'il y a un dynamisme, on sent un dynamisme incroyable, une volonté de réussite aux États-Unis, une ambition, un optimisme général aux États-Unis, qui est peut-être un peu plus rare en Europe. Quels sont vos objectifs pour l'année 2021 ? Alors, dans le contexte actuel, nous préférons ne pas communiquer trop d'objectifs parce qu'on serait peut-être amené à les revoir. On ne sait pas. Nous, on a signé 3 contrats. Nous avons signé 3 contrats emblématiques, donc avec Aquiline Drone, avec Hydro-Québec et avec un acteur en Europe centrale. Voilà, nous souhaitons développer ces contrats, grossir, voir notre activité grossir et démontrer la qualité de notre savoir-faire. À nouveau, ça a été beaucoup d'investissements en recherche et développement pendant des années, qui ont été des années parfois compliquées. On veut maintenant démontrer notre savoir-faire auprès de nos clients. Cette émission, elle est dédiée à l'innovation technologique. Est-ce que vous y voyez, notamment via votre société, un progrès pour...
Oui, je crois, et là je reprends, je suis tout à fait en accord avec ce que disait Jean-David. Quand vous pouvez faire des missions d'inspection avec un drone, plutôt que d'envoyer, ça peut être des hommes qui sont attachés à des cordes, ça peut être des hommes qui sont dans des endroits extrêmement périlleux. Bah oui, vous augmentez la productivité. L'innovation, vous augmentez la productivité, mais vous évitez de mettre ces personnels en danger. Il y a des accidents dans le BTP, il y a des accidents mortels tous les ans, dans toutes les industries. Donc tout ce qui peut éviter, je pense notamment ce qui permet la sécurité des personnels, est une chose, à mon avis, fondamentale que le drone, que l'utilisation de drones permet. Merci beaucoup, Sylvain Navarro. Merci beaucoup de votre présence. Et puis nous continuerons de suivre DroneVolt, bien sûr, sur les pros de l'éco. Merci beaucoup. À suivre dans un instant notre rubrique L'Instant littéraire. À tout de suite. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service managé. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. L'innovation, donc, on en parle maintenant sous un point de vue littéraire. L'innovation technologique au service de la santé avec notre invité Adnan El Bakri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, chirurgien et désormais entrepreneur dans les medtech. Également auteur de ce livre Prédire l'évolution du cancer avec l'intelligence artificielle. Voilà, un JDH. Que voici. Un livre que Jean, qu'on vous présente. Est-ce que vous pouvez déjà, pour commencer, nous présenter un petit peu votre parcours et votre activité? Avec plaisir, merci pour l'invitation. Je m'appelle Adnan El Bakri, moi je suis médecin effectivement de formation, d'origine libanaise. Je suis parti du Liban en 2004 et j'ai fait mes études de médecine à Marseille et ensuite je me suis spécialisé en chirurgie urologique à Reims. C'est pour ça que le siège de l'entreprise et l'équipe qui a démarré pour l'entreprise est à Reims actuellement. Et donc après mes études, après ma spécialisation en médecine, je suis allé au CNRS pour faire des travaux de recherche sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Et en fait, j'ai travaillé sur comment prédire l'évolution du cancer, en particulier le cancer du rein dans ma spécialité, j'en parle dans le livre. Comment prédire cette évolution en partant de modèles de big data, ce qu'on appelle de big data, et donc ce sont des données massives. Et donc on est parti d'une cohorte de 100 patients pour arriver à 4 millions de données. Et c'est là où je suis tombé dans ce monde de l'intelligence artificielle, où j'ai vu le potentiel de ce qu'on peut faire avec, et surtout les limites de notre système. On va peut-être en parler après. L'absence de partage de l'information, l'absence de base de données collaborative. Et finalement, le patient dans tout ça n'a pas accès à son information, et donc on n'a aucune capacité à démocratiser en réalité l'intelligence artificielle. Et donc j'ai eu cette idée-là et donc j'ai publié ma thèse sur le sujet et puis j'ai créé l'entreprise en 2016. Là on a terminé nos 4 ans de développement et puis maintenant je suis à 100% sur ce projet. Et donc j'ai fait une double compétence médicale et technologique avec voilà. Et donc aujourd'hui effectivement Adnan est invité en tant qu'auteur, mais il aurait très bien pu aussi, dans le cadre d'ailleurs de cette émission consacrée à l'innovation, être invité en tant que chef d'entreprise, puisque il est également à la tête d'une entreprise extrêmement innovante au niveau technologique, comme il vient d'en parler. Et son livre est un peu la retranscription, plus pour le grand public, de sa thèse. Enfin, grand public qui s'intéresse à la médecine, quand même, je précise. Mais c'est la retranscription de sa thèse. De votre thèse. En fait, le livre Prédire l'évolution du cancer avec l'intelligence artificielle reprend mes travaux de thèse. De manière accessible. Et de manière accessible et présente en fait en gros 17 ans de travail et de recherche et de développement pour aboutir à ce concept de Pascal qui est évoqué aussi dans le livre. Et donc j'explique un peu comment on est arrivé à partir du modèle mathématique de création du big data sur le cancer du rein, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à sa transformation en technologie démocratisable et accessible à la planète entière. Et donc
donc ça, c'est vraiment l'ambition de notre entreprise et de la solution technologique Passcare qui est abordée à la fin de ce livre. Alors expliquez-nous concrètement ce que c'est le Passcare que vous avez créé. Alors, pendant mes travaux de recherche, j'ai vu deux constats majeurs que je vais essayer de vulgariser. Le premier constat, comme je vous ai dit, c'est l'accès à l'information. Pour faire de l'intelligence artificielle, il faut avoir accès à l'information médicale. Et cette information médicale et paramédicale, elle est en général enfermée dans des logiciels métiers, médicaux, partout dans le monde, et il y a tellement de logiciels, il y a presque autant de logiciels que de médecins et de cliniques. En fait, chaque établissement a son propre système d'information, ses propres logiciels, et du coup, ces informations-là ne sont pas communiquées, ne sont pas partagées. Chacun garde l'information, enfin les praticiens, et le patient n'a pas accès à cette information-là. Et donc, quand on veut faire de l'intelligence artificielle, il faut accéder à l'information, il faut des données. Ça, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier constat majeur. Il n'y a pas de communication en santé. Et deuxième constat majeur, c'est ce qu'on appelle la structuration, c'est un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle la structuration de l'information. C'est-à-dire quand vous partagez une information et vous la numérisez avec un patient, elle est souvent sous forme de fichier, une image, une ordonnance, un compte-rendu. Et ces fichiers ne sont pas non plus exploitables par l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle des données non structurées. En fait, ce qui est exploitable, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du fichier. Je vous donne un exemple sur une ordonnance. Si vous avez votre ordonnance, ce qui nous intéresse dans les algorithmes et dans la recherche, ce sont les médicaments qui sont dans l'ordonnance et pas le fichier en lui-même. Et donc à partir de ces deux constats, on a eu cette idée de Passcare qui va permettre en fait à chaque individu de pouvoir récupérer librement ces informations de santé et les partager partout dans le monde. Et donc en fait ça se traduit par une plateforme web sur internet avec une application mobile et un passeport santé, donc c'est une identité numérique. Donc si on prend votre exemple, si vous avez ce Passcare et demain vous allez aux États-Unis, vous présentez votre passeport santé à un interlocuteur, à un praticien américain, en 10 secondes, avec votre autorisation, via votre téléphone, vous allez créer une interaction digitale avec son ordinateur. Et donc il va pouvoir lui vous mettre l'information qu'il a générée, mais vous allez pouvoir vous aussi partager ce que vous avez emmagasiné tout au long de votre Donc en gros, si je résume, c'est la carte vitale en beaucoup plus technologique et en international. C'est pas évidemment la carte vitale 3.0 version internationale. C'est pas une carte vitale puisque on n'est pas sur bien sûr, mais on n'est pas sur l'administratif, on n'est pas sur le remboursement. Parce oui, que ça, bien sûr, mais par contre c'est une plateforme de communication. Alors je donne toujours, pour vulgariser aussi le sujet de l'intelligence artificielle, même si on est un peu loin, mais je donne toujours l'exemple des plateformes existantes aujourd'hui comme Facebook, LinkedIn, Google, etc. Ce sont des plateformes de services qui permettent de récupérer une information, par exemple les photos sur Facebook, les contacts sur LinkedIn, et vous proposer via l'intelligence artificielle des éléments ciblés, personnalisés. Par contre, dans ces plateformes-là, le modèle économique, le produit est vous, en fait, c'est la data. Nous, dans notre modèle, c'est exactement la même chose, sauf que l'information, elle est propriétaire, enfin, le propriétaire de l'information, c'est l'individu, c'est le patient. Et on n'a pas de modèle économique sur la monétisation de l'information. Par contre, c'est un service de prévention qui va être monétisé, de prédiction, de statistiques, de mise à disposition de la recherche médicale de ces informations-là. Mais à la base, c'est une plateforme de communication. Mais qui dit échange de données, puisque forcément c'est ça, l'intérêt, c'est ça le but, dit aussi sécurisation des données. Ça peut faire peur de partager ces données médicales, c'est ce qui touche au plus intime. Tout à fait. Justement, donc on a un protocole de sécurisation qui est extrêmement intéressant et surtout, en fait, c'est très très réglementé. C'est quelque chose en Europe et en France, par exemple, évidemment, on a le RGPD, on a la CNIL, le Passcare a l'autorisation de la CNIL, on est RGPD compliant aussi, et on est sur des serveurs sécurisés, certifiés, spécifiques. Donc c'est pas des clouds habituels, c'est des serveurs certifié par le ministère de la Santé, obligatoirement. Nous, entreprises, on n'a pas accès à cette information-là et nous, on garantit que c'est vous, en tant que patient, qui avez le contrôle total de votre parcours de santé, sur votre parcours de vie, et c'est vous qui autorisez ou pas le partage. Les données sont anonymisées, sont chiffrées, donc c'est vraiment, on ne peut pas exister si on n'est pas dans cette réglementation, dans cette sécurisation-là. Et il y a vraiment un protocole extrêmement intéressant qui va beaucoup plus loin que les plateformes habituelles de communication. Est-ce que toutes les informations de santé d'un individu sont retrouvables dans ce fameux passeport, ce fameux Passcare? Ou est-ce qu'on peut filtrer ou enlever certaines choses ou... Alors, je vais... C'est exhaustif. Oui, alors on peut récupérer, à partir du moment où vous avez Passcare, vous pouvez récupérer
toutes les informations, tout type d'informations, tout au long de votre vie. Et c'est pour ça qu'on a aussi, par exemple, une fonction où on peut mettre les enfants sur le pass-care des parents pour pouvoir récupérer et aussi numériser les vaccinations, le suivi pédiatrique. Alors, je donne un autre exemple qui est actuellement d'actualité majeure, c'est la crise sanitaire avec le Covid. Pass-care permet, par exemple, de récupérer un résultat d'un test de dépistage ou un certificat de vaccination, le certifier, donc il devient infalsifiable. Et surtout, vous allez pouvoir le présenter librement et uniquement cette information-là à un aéroport, une compagnie aérienne, un restaurant. Donc, on est en train d'œuvrer aussi aujourd'hui pour permettre la relance économique en utilisant, et moi, avec beaucoup de confrères, on prône la mise en place d'un passeport santé avec une technologie. Oui, dont on parle beaucoup. Marronnier dont on parle beaucoup. Dont on parle beaucoup, ouais. Voilà. Mais il faut donner le libre arbitre à l'individu, aux patients, aux citoyens. C'est ça qui est important. Il ne faut pas imposer une solution. Oui. Et surtout, il faut que la personne puisse être capable de dire je suis libre de dire de partager mon information ou pas. Si demain vous avez envie d'aller au restaurant et que vous acceptez de partager le test de dépistage qui est négatif pour aller au resto, c'est possible. Mais la seule technologie qu'il offre aujourd'hui, c'est la nôtre. Voilà. Jean-David, une dernière question. Et donc, ce que craignent beaucoup les gens, et en particulier en France, et je les comprends à ce niveau-là, c'est justement qu'il y ait encore une perte de liberté avec ce genre de choses, parce qu'on ne fait que perdre des libertés depuis des années, on en a parlé dans les précédentes émissions. Est-ce que on peut voir ça comme une perte de liberté ou pas du tout? Comment rassurer les gens? Comment faire pour rassurer les gens? Voilà. Alors, perte de liberté, moi je pense que c'est tout le contraire. C'est retrouver nos libertés, justement, qui ont été tronquées suite à cette crise sanitaire. Et encore, aujourd'hui, quand vous regardez, j'ai parlé de l'ensemble des plateformes, c'est essentiellement des plateformes américaines, les géants de la technologie, aux États-Unis et en Chine. Nous, en Europe, en France, on n'a pas de leader sur aucune disruption dans aucun domaine. Pour moi, la perte de liberté, elle est plutôt là. Quand on met nos informations sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Ça, faut convaincre les gens on a plus déjà sur Google, sur les téléphones portables qui sont pistés en permanence. Voilà. On n'a plus, nous, en France et en Europe, aucune souveraineté numérique. Et nous, c'est ça qu'on défend aujourd'hui, c'est cette souveraineté numérique, c'est de dire nos serveurs sont en France, en Europe. C'est important, ça faut le dire. Bien sûr. Et c'est l'individu, le citoyen qui décide. S'il ne veut pas partager son information, il a un service pour lui. Alors, je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai eu des patients, en particulier une patiente qui s'appelle Leslie, que je parle souvent d'elle sur mes réseaux sociaux. Elle est décédée malheureusement, mais cette patiente, elle était atteinte d'un cancer incurable et elle était suivie entre Reims, donc notre service, et Montpellier. Et elle se trimballait avec l'ensemble de ces dossiers qui s'accumulaient au fur et à mesure, papier, entre les deux villes, et elle en souffrait. Et donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle perdre sa liberté? Non, je pense qu'elle aurait rêvé d'avoir un élément simple qu'elle présente pour communiquer l'information entre les deux. Et les deux établissements n'avaient aucune communication et donc ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais voilà, et ça se passe en France. Un autre exemple, moi j'ai fait mes études, mes stages aussi à Paris, et dans des hôpitaux très reconnus parisiens, parfois entre deux étages dans le même établissement, on ne sait pas du tout ce qui a été fait. On n'a aucune communication. Donc vous voyez, c'est ça aussi, le numérique aujourd'hui, il vient faciliter. Il ne faut pas avoir peur, la technologie, la sécurité existe, informatique, et bien sûr le risque zéro n'existe pas, mais on fait en sorte que cette sécurisation soit optimale. Il faut faire confiance à la technologie, je pense. Sinon, on ne pourra jamais avancer et la France ne pourra jamais être leader sur aucun secteur. Je ne sais pas si tu étais à l'extérieur, si tu as entendu un petit peu les propos que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu es d'accord avec justement le fait qu'en Europe, on est extrêmement en retard sur l'innovation technologique, ce qui fait qu'on est en train de perdre complètement dans la compétition mondiale et dans la place de l'Europe dans le monde. On est en train de perdre des places, mais de manière vertigineuse, en particulier par rapport à la Chine. Bien sûr, bien sûr. Ah ben, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est même peut-être trop tard. Quand on regarde, que ce soit trop tard. Rien que le sujet de l'intelligence artificielle, qui est le sujet de ce livre, regardez aux États-Unis et en Chine, et même maintenant dans des pays qui sont normalement censés être moins développés que la France, les investissements en matière d'intelligence artificielle sont beaucoup plus importants que la France et que l'Europe
Europe de façon générale. Et ce qui est vraiment très regrettable en France et en Europe, ce sont les barrières administratives, la bureaucratie, la sclérose de l'administration qui fait que... C'est exactement ce qu'on disait tout en fait, à l'heure. voilà, pour réussir à faire un projet, il va falloir... Pour remplir un dossier comme ça. Non mais c'est le parcours de combattant, à proprement parler. Et en plus, aucun pragmatisme, aucune... On vous freine en plus, parce que je l'ai vécu et je vous en parle, et peut-être dans d'autres livres prochainement, j'espère qu'on fera ça avec JDH Édition, je parlerai de l'expérience d'entrepreneur où, en fait, en France, si vous êtes... Moi, j'ai entendu une phrase, par exemple, c'est il faut raser les murs en France. Complètement. Il ne faut pas briller, il ne faut pas parler d'argent, il ne faut pas parler d'entreprise. D'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'une des causes aussi, Clotilde, tout à l'heure, quand on parlait du fait qu'on n'innove pas en France, parce que l'entrepreneur est mal vu, il doit raser les murs, comme vient de le dire Adnan, il doit raser les murs. Donc effectivement, celui qui veut innover, il va innover ailleurs, quoi. C'est un peu ce qui Donc non, moi la fuite des cerveaux, mais la fuite des entrepreneurs aussi. Hein. Bien sûr. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la fuite des entrepreneurs aussi. Alors ça ne veut pas dire que on va partir et moi c'est absolument pas mon envie. Vous voulez pas fuir, pas au contraire, on va. Non, au contraire, lui il est venu. Lui il est venu en France, il a amené tout son. Je suis français aujourd'hui, enfin je suis désormais franco-libanais. T'es français, mais t'es venu de. Mais je suis venu du. Tu m'avais raconté ton histoire. Et ce que je veux dire aussi, on l'annoncera dans les prochaines semaines aussi, j'espère, c'est que là on est sur notre prochain tour de table, prochaine levée de fonds importante, et vous allez voir, on fait venir au contraire, on convainc aussi des acteurs internationaux pour qu'ils viennent investir en France. C'est bien. Parce que je crois qu'on a quand même évidemment du potentiel en France. Et après, le reste, c'est plutôt politique et administratif. Voilà. Et on avance. On va s'arrêter sur cette phrase pleine d'espoir. Merci beaucoup. Adnan El Bakri, on rappelle que votre ouvrage est donc disponible chez JDH Édition, Prédire l'évolution du cancer avec l'intelligence artificielle. Merci d'avoir été notre invité. Le mot de la fin pour vous, Jean-David ? Écoutez, une émission très riche sur l'innovation. L'innovation dont on a vu un petit peu tous les avantages et puis malheureusement la difficulté de la France de s'intégrer et de l'Europe de s'intégrer dans cette compétition mondiale qui est très importante aujourd'hui pour des raisons entre autres aussi de peur, de côté réfractaire. Et alors justement, je vais conclure, donc là j'ai parlé que des côtés positifs, je vais conclure un petit peu sur les côtés négatifs de l'innovation au travers de 2 livres que nous avons publiés chez JDH Édition. Donc le livre ZAD de Julie Jézéquel. Vous connaissez Julie Jézéquel ? Pas encore. Non, c'est une actrice qui a tourné avec tous les grands acteurs français, Belmondo, Noiret, etc. Et qui, dans ce roman ZAD, qui se passe dans une ZAD, entre autres, il se passe beaucoup de choses, mais entre autres, il y a un drone qu'on voit d'ailleurs en haut sur la photo. Donc il y avait tout à l'heure le patron d'une entreprise de drone. Ce drone, il est là pour espionner. Et puis donc, ils essayent de le faire descendre avec une flèche, etc. Donc, le côté de la technologie qui nous espionne, ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur. Et le deuxième livre sur lequel je voudrais conclure, donc toujours sur les aspects un peu néfastes de la technologie, Alice aux petites balles perdues, c'est un roman littéraire, un très très beau roman. Qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se met devant un écran et qui joue à la roulette russe. Avec des abrutis derrière qui disent vas-y, tire, mais elle est derrière l'écran, ils sont pas devant elle. Si son cerveau explose, ils seront même pas là pour le ramasser, ils verront juste devant l'écran. Mais ça, ce thème-là qui est développé dans ce livre, ça rejoint un petit peu, par contre, tous les aspects néfastes de la technologie qu'on voit aujourd'hui depuis 2 mois exploser chez les adolescents, les RICS, etc., les conflits qui se nouent sur les réseaux sociaux, ils se retrouvent pour se casser la gueule, etc. Et donc voilà, c'est un roman à découvrir effectivement sur un impact négatif socialement de la technologie. Chez JDH voilà, Édition. Chez JDH Édition, bien sûr. C'est la fin de ce 5e numéro des Pros de l'écho. Merci Jean-David. Merci Adnan d'être venu. Merci beaucoup. On se retrouve très vite Et puis à la prochaine. Pour une prochaine émission, tout à fait. À la prochaine.